que le père Patrice Chosolski va bientôt présenter. Et je les remercie au nom de l'EMD. Ce soir est un grand moment. Et il fait suite à un autre grand moment hier soir où pour la première fois dans l'histoire de notre école, on a réuni tous les alumni, enfin une grande partie d'eux, pas tous. Et évidemment, ce sont des jeunes professionnels qui se racontent des histoires de jeunes professionnels. Et alors ils parlent de voilà, ton boulot il est super, il est hyper, voilà, il y a tous les qualificatifs possibles. Et puis à un moment donné arrive la question, mais bon, mais ça t'intéresse ton boulot? Parce qu'on sous-entend là immédiatement et assez rapidement la question du sens de l'intervention de chacun de ces anciens dans leur entreprise respective. Et alors je me suis dit, mais moi est-ce que je me posais cette question-là quand j'étais jeune? Et alors m'est revenu à l'idée, il y a en 2007, j'avais été très impressionné par une déclaration de Benoît XVI qui disait bon, l'économie en fait ne peut fonctionner que s'il y a du don. Sans don, il n'y a pas d'économie. Ça m'avait beaucoup surpris. Je m'étais précipité dans ma bibliothèque et on lit dans ma famille des ouvrages d'économie plus longtemps, pour notre plus grand malheur. Et donc j'ai regardé un ouvrage de mon grand-père, Alfred Marshall. Bon, très bien. Pas d'éthique. Bon, très bien. Après, j'ai regardé l'ouvrage que tous les élèves devaient lire pour intégrer l'ENA, le fameux ouvrage de Paul Samuelson. Pas d'éthique. Ça, c'est un peu embêtant. Et puis alors, je continue des ouvrages un peu plus modernes. Je dis, bon, Raymond Barre, quand même, il a dû en parler. Non, non, non. Il y a un tiers du bouquin sur l'économie planifiée. Il n'y a pas d'éthique. Bon, OK. Et puis, on passe les années 2000. Donc, on va regarder les grands profs de Harvard, aujourd'hui Gregory Mankiw. Et pas d'éthique, mais un peu psychologie. Voilà. Et en fait, l'éthique est un peu le parent pauvre du système. Alors, elle vient dans les wagons de la psychologie qui explique que le don peut quand même être rationnel. Où il y a une certaine rationalité limitée, certes, dans le don de soi. Or, les fondateurs de cette école, ils ont donné un surnom à cette école, manager, c'est servir, et qui correspond justement à cette activité de don, et qui sous-entend aussi un contre-don, et c'est capable de recevoir le don d'autrui. C'est un très bon slogan qui incarne très bien ce que l'on fait, dans ce sur quoi on travaille à l'école. On a deux professeurs fantastiques qui aident nos élèves justement à comprendre cela, pour donner du sens à leur agir, donner des fondations qui sont profondes, qui sont larges, et en même temps pour les aider à avoir une vie pleine, entière, une vraie vie finalement. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait depuis un an qu'on discute avec le père Chosolski sur ce colloque. On a eu plein d'idées. Et puis finalement, on est tombé sur ce thème-là, la production du sens. Et c'est vrai que ça a été aussi au printemps dernier des sujets évoqués pendant la campagne qui nous ont peut-être choisi à amener. Alors, il y a une multitude d'autres sujets. On a préféré aujourd'hui se concentrer là-dessus. Et je pense que cette approche pluridisciplinaire colle très très bien avec ce qu'on fait aussi dans une école de commerce, parce qu'on voit la réalité d'une multiple façon. Et ce soir, on a une chance extraordinaire d'aborder un thème avec la vue de 4 experts et qui joue un petit peu avec cela. Et nous, on va apprendre évidemment à combiner toutes ces petites pensées-là, à les reprendre et à créer quelque chose, une vision qui est une vision profonde et je dirais très pure, très belle de ce que peut être la vie en entreprise, la vie humaine en entreprise. Voilà, donc je suis très fier, très heureux que ce colloque ait lieu. J'espère que, enfin c'est certain, on en refera d'autres, sans doute de formats différents. On va apprendre à faire des colloques en éthique. Et l'ambition de l'EMD, c'est de rayonner dans ce domaine-là, dans le domaine de l'éthique, bien sûr, entrepreneuriale. On a notre légitimité. Donc on ose, on a osé ce soir. Je visais un public de chefs d'entreprise, mais là aussi les calendriers Centre-Choc à Marseille, c'est pas toujours facile de bien se combiner. Mais on va dans cette direction-là. Je pense que l'EMD est légitime pour projeter quelques lumières sur ces thématiques-là, pour rendre les gens plus heureux, plus conscients aussi de leurs responsabilités et aussi peut-être de leurs devoirs vis-à-vis des jeunes qui sont à former ici.
Voilà, je vous remercie tous énormément d'être là et bien sûr, je vais vous laisser la parole, Père, pour présenter nos intervenants. Merci Jean-Pascal Maigret-Renner et bonsoir à tous. Oui, c'est d'une rencontre qu'est né ce projet de soirée, de réflexion sur le sens du travail et en particulier à l'ICM, puisque Marie-Laure Durand, ici présente, a vendu l'année dernière un best-seller sur le roi déçu sur des questions de management à partir d'un regard biblique. Alors nous nous sommes posé la question ensemble, mais dans ce qui est devenu un débat de société, cette question du travail, du sens du travail, comment y réfléchir, comment penser cette question avec un sociologue, un philosophe, un professeur d'éthique, une théologienne. L'entreprise peut-elle encore produire du sens? Voilà la question que nous nous posons et nous allons partir de l'intervention de Jean-Louis Schlegel, qui est sociologue des religions. Lui aussi vient de sortir un livre qui est un autre best-seller, Vers l'implosion, donc avec Daniel Hervieux-Léger. Jean-Louis Schlegel est spécialisé dans la sociologie de l'Église en particulier. Nous passerons ensuite la parole à Pierre Delbé sur le travail a-t-il perdu son sens, et Pierre Delbé nous offrira cette réflexion en tant que philosophe. Mike Shanks, connu de tous ici à l'EMD, professeur d'éthique, nous invitera à réfléchir autour de l'effet vertu ou la confiance libérée. Et finalement, Marie-Laure nous proposera une réflexion sur la gouvernance comme lieu de production du sens commun. Donc c'est avec joie que nous passons la parole à Jean-Louis Schlegel, qui arrive de loin en France et donc qui nous offre la première conférence. Merci. J'arrive de très loin, c'est-à-dire de Paris, bien sûr. Je sais bien que pour Marseille, c'est très très loin. Voilà. Alors, peut-être que vous vous posez quand même la question, pourquoi un sociologue des religions spécialisé dans le catholicisme plutôt, ou dans les religions, dans les trois monothéismes si on veut, comment peut-il parler de la valeur du travail? C'est assez simple, hein. Je pense que pour faire de la bonne sociologie des religions, il faut faire de la sociologie générale. C'est-à-dire comprendre pourquoi les religions sont peut-être... comment elles sont, et si elles sont en difficulté, comprendre pourquoi. Donc forcément, on est obligé de s'intéresser à un certain nombre d'évolutions sociales. Pour ce qui est de la valeur du travail, je dirais ceci, la rumeur a commencé au printemps. Elle a enflé durant l'été, et la nouvelle, on verra si elle est bonne ou mauvaise, a été confirmée à l'automne. Le travail n'est pas une valeur. C'est la première phrase d'un article que j'ai reçu début septembre d'un auteur de la revue Esprit. Le travail n'est pas une valeur. Je lui ai répondu, du tac au tac, je crois, tu devrais dire le travail n'est plus une valeur. Mais disons que cette idée que le travail a beaucoup perdu de sa valeur n'a cessé d'empirer, de grossir depuis septembre. La rumeur est devenue une vérité publique, médiatique, et très sincèrement, je n'ai eu que l'embarras du choix
du coup une difficulté de choix pour ma documentation sociologique ce soir. Donc je vais brièvement rappeler quelques données et analyses sur cette crise de la valeur du travail, disons même de la valeur travail, et je ferai ensuite quelques rappels historiques sur l'appréciation du travail humain en termes de valeur. Alors bien sûr, en 15 minutes, je ne pourrai pas être très étendu dans mes analyses, mais d'autant plus que notre société étant très éclatée, très comme on dit, multiculturelle, tout ce que je vais dire devrait certainement être corrigé, nuancé, précisé, appuyé davantage sur des chiffres, même si les chiffres ne sont pas tout, ils disent quand même une certaine vérité de la situation réelle d'une société. Alors, il y a certainement quelque chose de contre-intuitif quand même dans la crise actuelle du travail. En ce sens que les temps actuels, troublés pour de multiples raisons, nationales et internationales, avec un passé récent très compliqué et un futur proche plutôt inquiétant, disons, les temps actuels devraient plutôt rationnellement inciter les gens, les individus, à assurer, comme on dit, à assurer leur vie, leur présent, leur avenir. Or, il faut bien le dire, apparemment donc, ce ne semble pas être le cas. Le recul de la centralité du travail n'est pas entièrement nouveau, certes, mais la nouveauté, au fond, c'est qu'il y a eu le Covid. Et la plupart des analyses sociologiques récentes rattachent évidemment d'abord le désamour actuel pour le travail au confinement pendant la pandémie et à l'obligation du télétravail pour un très grand nombre de salariés. Un des chiffres que j'ai vus, mais qui semble confirmé en divers lieux, c'est qu'il y avait à un moment donné 11 millions de personnes, de Français, en télétravail. C'est beaucoup, 11 millions. Le signal a été, alors le signal disons, d'une certaine érosion de la valeur du travail a été le grand nombre de démissions, y compris de CDI, y compris de cadres, dès le second semestre 2021 et aussi de façon continue depuis le début de 2022. Des démissions couplées avec l'impossibilité dans un certain nombre de secteurs et d'entreprises de trouver des réponses à leurs offres d'embauche, même favorables, avec de meilleures conditions salariales et d'autres avantages. Les démissions en très grand nombre, ou en grand nombre en tout cas, aussi dans d'autres pays comme les États-Unis, s'expliquent en partie, on pourrait dire, par un effet de rattrapage. Mais le mouvement avait commencé dès avant le début de la Covid-19 et son accélération semble bien due, malgré tout, donc, à une expérience longue et forte du télétravail et aux réflexions et évolutions mentales intérieures que cette période a produites. Le marché du travail, peut-être pas en pleine forme, mais en bonne forme, avec un taux de chômage faible, peut certes aussi expliquer en partie la chose. Du fait qu'il y a moins de risques à quitter l'emploi, il y a moins de risques à quitter l'emploi, ou à ne pas en chercher d'ailleurs, pour trouver mieux assez facilement ailleurs, en termes de salaire ou de conditions de travail. Il y avait encore d'autres indices prémonitoires, par exemple le choix des jours de RTT le vendredi et le lundi pour allonger le week-end. C'est un fait très avéré, semble-t-il, aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça continue fortement. Ou encore les réticences devant les emplois peu rémunérés impliquant une pénibilité horaire particulièrement forte, évidemment, le travail tard le soir ou le week-end, ou très tôt le matin. Et forcément, sur ce créneau-là, sur cette ligne-là, la restauration a été en première ligne, pratiquement. Les difficultés du transport pour se rendre au travail dans les métropoles comme dans le secteur rural maintenant
sont-elles aussi bien connues? Une des raisons, paraît-il, de l'explosion de la crise des Gilets jaunes il y a 4 ans. Alors, malgré tout, au-delà de ces constats matériels, toujours partiels et diversement perçus, les expériences de télétravail pendant la Covid ont d'abord touché, semble-t-il, la motivation, l'envie du travail dans l'espace public. Pour partir du plus général, je dirais que, d'abord, on a évoqué une grande fatigue, un côté dépressif au sortir de la Covid, parfois, dans certaines populations plutôt jeunes, plutôt des jeunes, oui, des troubles psychiatriques. Mais au-delà, et même si les confinements ont eu des facettes pénibles pour beaucoup, ils ont donné des idées probablement pour une autre vie possible, ou questionner l'existant. On a parlé, vous l'avez vu, de ces étudiants des grandes écoles, donc des étudiants privilégiés, qui se sont interrogés sur l'utilité sociale de leur travail et qui ont annoncé qu'ils allaient démissionner de leur école ou qui l'ont fait effectivement. D'ailleurs, aussitôt, ce qui était amusant par certains côtés, c'est aussitôt il y a eu des foules de tribunes pour les inciter à dire non, non, restez, restez, réfléchissez bien. Pour votre utilité sociale, c'est important que vous restiez justement dans les grandes entreprises. Bon, je ne sais pas s'ils ont écouté. Alors pour résumer le constat, je dirais que la Covid a surtout confirmé et accentué un phénomène sociologique majeur de ce temps, le grand mouvement d'individualisation, de privatisation et d'optimisation de la vie. Disons, tous ces mots qui marquent les sociétés démocratiques développées depuis des décennies. Et donc, il n'est pas étonnant peut-être qu'ils aient aussi fini par toucher profondément le travail, les subjectivités au travail, jusqu'à l'aboutissement d'aujourd'hui, l'envie même de travailler, qui se trouve en crise. Je rappelle que donc un quart des salariés, qui étaient 11 millions à un moment, un tiers des salariés, d'après ce que j'ai lu, restent en visioconférence aujourd'hui, ce qui ne peut évidemment que contribuer à l'incertitude sur le lieu du travail, si ce n'est pas à sa dévalorisation, sur l'intérêt du lieu de travail. Au-delà du désintérêt pour le travail proprement dit, il faudrait aussi en prendre en compte encore d'autres réalités, par exemple, ça c'est du constat actuel, la difficulté signalée de ci, de là, ou même fortement, la difficulté du retour à certaines activités cultivées avant la Covid-19. Donc, tout cela, le retour se fait lentement, de même d'ailleurs que le retour est lent dans les églises, à la pratique à la pratique dominicale. Encore un autre signe. C'est mieux. Voilà. Il paraît que ça grésillait. Bon. Donc, autre constat. Lors des rencontres, lors de conférences, de tables rondes publiques, peut-être de rencontres comme ce soir, quand, disons, sont couplés le présentiel et le distanciel, comme on dit maintenant, eh bien, c'est la visio, le distanciel qui l'emporte très nettement. Moi-même, j'en ai fait l'expérience lundi dernier dans une table ronde organisée par le magazine La Vie, et ça se passait dans l'auditorium du Monde à Paris. Dans la salle, il y avait 50 personnes, et il y en avait 150 en visio. Et on m'a dit que le directeur de La Vie m'a dit que de plus en plus, c'est à peu près ce qu'ils devaient prévoir aujourd'hui dans leur réunion publique quand ils font quelque chose comme voilà, une discussion autour d'un livre. Je voudrais même évoquer peut-être le contexte large, par exemple le déclin général de l'implication dans la vie politique et la société civile, comme on le voit avec la montée croissante et quand même inquiétante, quand on y réfléchit, de l'abstention aux élections.
ou avec le désengagement fort ou relativement fort par rapport à l'associatif social et caritatif. Alors, je reviens peut-être à mon tout début, à ce monsieur qui me disait « le travail n'a pas de valeur ». Je lui ai dit « non, non, il n'a plus de valeur parce qu'il en a eu ». Au cours de l'histoire ancienne, le travail a été une valeur majeure même, je crois. Et même, il a été particulièrement valorisé durant les 2 derniers siècles, celui de toutes les mutations, de toutes les modernisations de l'activité humaine. Et il est resté jusqu'à une date très récente. En cherchant un tout petit peu, j'ai trouvé moult textes encore du début des années 2000 sur la valeur du travail. Alors, sur son évolution, certes, et sur ses évolutions, sur ses crises, mais quand même, il n'y avait pas de problème, le travail était une valeur importante. Alors si on remonte à beaucoup plus haut, il a toujours fallu quelque part justifier le travail, lui donner un sens, peut-être pour une raison simple. Le mot lui-même, travail, viendrait, paraît-il, du latin tripalium. Bon, c'est un peu contesté. Hein. Alors, et le tripalium, c'était un instrument de torture. Évidemment, ça renvoie à une souffrance, une nécessité pénible, et en ce sens, c'est probablement aussi un écho du célèbre verset de la Genèse, après l'expulsion du paradis d'Adam et d'Ève, ou au moment de l'expulsion, « Tu cultiveras la terre et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » Évidemment, si la pénibilité du travail est annoncée dans la révélation elle-même, comment ne pas se soumettre à une telle annonce ou à une telle injonction finalement voilà. Tant que les sociétés ont été constamment à la merci de la nature, menacées par le manque, marquées par la souffrance, la première valeur du travail a donc été forcément d'assurer la survie et la sécurité personnelle et collective, celle de la famille, celle du groupe. D'où à l'inverse, dans ces sociétés, la condamnation très, très, très durable de l'oisiveté. L'oisiveté volontaire a été toujours et très longtemps mal vue. Là encore, on a des échos dans les Écritures, hein, dans le Nouveau Testament, par exemple, dans la lettre aux Thessaloniciens de saint Paul, il y a une phrase assez connue où il dit à des Thessaloniciens qui, paraît-il, étaient un peu flemmards, ne travaillaient pas, s'occupaient de toutes sortes d'autres affaires. Paul leur dit dans la deuxième aux Thessaloniciens, il leur dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc c'est très net. Les oisifs, qu'ils jeûnent. Je rappelle aussi que l'idéal du moine au Moyen-Âge était ora et labora, prie et travail. La célèbre fable de La Fontaine intitulée, oui, d'ailleurs, je crois que dans la vie monastique, on craignait l'ennui comme la peste, hein, l'ennui du loisif. La célèbre fable de La Fontaine intitulée Le laboureur et ses enfants se termine par une sentence lapidaire, vous vous en souvenez peut-être, le travail est un trésor, pour dire que c'est le travail qui compte plus que le résultat. Donc première valeur, la survie ou la vie en sécurité à l'abri de la famine et des aléas de la vie. Tout ça, on l'a un peu oublié aujourd'hui, bien sûr. Et pourtant, finalement, moi je me souviens en tout cas très bien qu'au début des années 80, quand le chômage était fortement revenu, je me souviens très bien combien on soulignait que le chômage était destructeur, que l'absence de travail était destructeur pour la personnalité, pour les liens sociaux. Il y a même eu un moment dans ces décennies 80-90 où il était honteux d'être chômeur. Il fallait le cacher à ses enfants. Ce qui signifie à l'inverse que le travail et son salaire indiquent ou incitent à une vie digne, honorable. Il y a quelque chose que j'ai plus d'une fois constaté dans les familles. L'homme qui ne travaille pas pour assurer la subsistance de la famille est stigmatisé comme un paresseux, et plus encore dans les milieux modestes. J'ai constaté ça plus d'une fois à propos du gendre. Quand un gendre arrive dans la famille, il est jugé sur sa capacité de travailler et d'assurer la subsistance de la famille qu'il fonde. C'est très fréquent. Et je trouve que c'est très, très fort dans les milieux modestes, cette affaire-là. Peut-être aussi dans les milieux moins modestes.
Enfin, le travail a été longtemps perçu comme une obligation morale envers la société. Le soupçon reste finalement implicitement très présent quand on accuse les chômage à la recherche d'un travail. Ce n'est pas seulement un soupçon venu de la droite et disons du patronat, des nantis. C'est une question sociopolitique tout à fait actuelle. Écoutez, en septembre dernier, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français, a dit qu'il préférait le travail ou un emploi stable et correctement rémunéré aux allocations de toutes sortes. Moyennant quoi, certes, il a fait pousser du haut cri à tout le reste de la gauche, qui trouvait que c'était vraiment inconvenant de dénoncer des allocations dans une période où, effectivement, probablement qu'elles sont quand même très nécessaires. Mais Roussel a quand même dit ça. Je crois qu'en cela, il était fidèle à une tradition marxiste et communiste, qui était certes critique de l'aliénation au travail dans la société capitaliste, critique sur l'aliénation au travail, mais elle célébrait l'éminente dignité des travailleurs, des travailleuses et des travailleurs. Comme ça. Bon. Ça devient difficile aussi de tenir un micro. Du coup, je comprends qu'on n'ait plus envie de travailler. Hein. Mais oui, alors j'étais donc, oui, je vous disais, le travailleur et les travailleuses étaient quand même célébrés. Hein. Rappelez-vous Arlette Laguiller, hein, qui commençait ses discours toujours travailleuse, travailleur. Hein. C'était vraiment à eux qu'elle parlait, et c'était au fond pour dire que c'est eux qui comptent. Je dirais même, si vous voulez, il y a eu un moment où cette idée de la valeur du travail a justifié le refus des syndicats d'accepter la création de syndicats de chômeurs. Tout ça n'est pas très éloigné. Mais la troisième valeur du travail, ou la quatrième maintenant, à mon avis, c'est quand même la valeur ajoutée dont j'ai parlé tout à l'heure et qui correspond le plus à ce qui se passe. On veut aussi désormais le bonheur, l'épanouissement dans le travail et par le travail, et aussi sans le travail. Longtemps et bien sûr encore aujourd'hui, on a critiqué les conditions de travail, ses pénibilités, ses exploitations, ses oppressions, mais je l'ai dit, sans remettre en compte sa nécessité. Voir la nécessité, eh bien oui, de souffrir pour gagner sa vie. Aujourd'hui, malgré toutes les améliorations en termes de temps de travail, de pénibilité, de facilitation technologique, de surveillance de la santé physique et psychologique, de droit du travail, disons, toutes des améliorations certes inégalement partagées, on est d'accord, mais malgré tout réelles, et bien malgré tout cela, on veut plus. Le travail aussi doit contribuer à l'optimisation de la vie, et tel est donc le constat, hein, que le travail, effectivement, doit contribuer au bonheur. Et au fond, s'il n'y contribue pas, s'il n'arrive pas à le réaliser, on va devoir s'en passer. Alors bien sûr, maintenant, il resterait à évoquer toutes les conséquences déjà présentes et encore à venir de cette mutation culturelle si elle se confirmait massivement. Merci. Merci Jean-Louis pour cette intervention. Donc vous observez l'évolution de la société et l'évolution aussi des motivations à travailler. Peut-être une question suite à cette première intervention et puis nous passerons à la deuxième. Question libre.
Non, ce n'est vraiment pas ce que je veux dire. Je veux dire simplement, les communistes, comme une bonne partie de la gauche, tout le monde pensait que Fabien Roussel approuvait, ne pouvait dire que du bien de toutes les allocations. Et au fond, une des luttes politiques, c'est de les augmenter toujours. Hein. D'ailleurs, pour des raisons disons, il y a de telles misères partout, dans le bilan qu'on présente parfois de la politique de Macron, mais même déjà avant. Vous savez bien que les allocations constituent une source de revenus énorme. Alors, ce qui était surprenant, c'est que le secrétaire du Parti communiste revienne sur ça en disant, écoutez, le plus important serait d'abaisser le chômage et donc de recréer du travail. Alors, les conséquences qu'il en tire, évidemment, sur les allocations, on ne l'a pas su, mais aussitôt, il s'est fait énormément critiquer. C'est juste ça que je voulais dire, hein, bien entendu. Mais autrement, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, hein, bien entendu. Oui, la critique des allocations, elle est considérable. Hein. C'est justement un des grands problèmes, c'est de dire, hein, pour compléter encore, trop d'allocations ne donnent aucune envie de travailler. Et donc, ne donnent aucune envie, précisément, d'avoir un emploi stable. Merci. Nous allons poursuivre notre réflexion en passant la parole au philosophe conseil Pierre Delbé. Vous êtes aussi directeur de l'IFAE. Vous me dites si je prononce mal, en tout cas ce sont les initiales de l'Institut de philosophie appliquée à l'entreprise. Et vous êtes auteur d'Aristote 10 clés pour repenser le management. Pierre, l'envie du travail est visiblement en crise. Alors, le travail a-t-il perdu son sens ? Bon, voilà une question. L'entreprise peut-elle encore produire du sens ? Ce que j'ai envie de développer devant vous, c'est non. En fait, l'entreprise ne produit pas du sens. Bien sûr que non. Voilà, c'est histoire de vous secouer. Parce qu'en fait, ce qui produit du sens, ce n'est pas l'entreprise, ce sont les hommes à l'intérieur de l'entreprise. Ce sont les personnes qui vont pouvoir effectivement produire du sens. L'entreprise est un lieu qui va rassembler des finances, des personnes, des marchés, etc., pour produire effectivement du sens. Mais ce qui produit du sens, ce sont les gens, ce sont les personnes à l'intérieur. Vous savez, qu'est-ce que c'est que le sens ? Parce que vraiment, c'est une question que l'on pose souvent. Qu'est-ce que c'est que le sens ? J'aime bien, pour réfléchir sur cette question du sens, rappeler cette histoire qui est très connue et qui est une histoire qui est faussement attribuée à Péguy, et qui est l'histoire de ce voyageur au Moyen-Âge qui se promène et qui se promène sur un chantier. Et qu'est-ce qu'il voit sur ce chantier ? Il voit des gens qui sont en train de travailler. Et là, il demande au premier ouvrier, mais qu'est-ce que tu fais ? Et l'ouvrier lui dit, bien moi, je taille une pierre. Et il demande au second, et le second lui dit, moi, je construis un mur. Et le troisième qui lui répond, moi, je bâtis une cathédrale. Eh bien, cette belle histoire qui est très connue et que l'on donne souvent, si je puis dire, dans les cours de management, cette belle histoire, qui est très aristotélicienne quand on regarde bien, me semble tout à fait significative des trois niveaux de sens, des trois sens du mot sens, si je puis dire. Le premier, c'est celui qui taille une pierre. Oui, c'est difficile de tailler une pierre, c'est le tripalium, c'est pas facile, etc. Oui, c'est une sensation d'abord. Le sens, c'est une sensation. Je le sens ou je ne le sens pas. C'est la première chose. Et ça, voilà, je vais donc être capable d'avoir une relation à mon travail, mais ça, j'y reviendrai. Bon, voilà. Donc, premièrement, c'est une sensation. Je le sens ou je ne le sens pas. Deuxièmement, c'est une signification. Ça signifie quoi ? Si je taille une pierre, c'est parce qu'effectivement, je vais bâtir un mur. Et le mur, c'est déjà une signification qui ajoute, une valeur ajoutée, comme on dit. D'accord ? Une valeur ajoutée par rapport à la pierre. Voilà. Et c'est une signification. Et puis, il y a la troisième chose, évidemment, la troisième réponse, qui est une très belle réponse, et qui est la finalité, le but. Moi, je bâtis une cathédrale.
Et là, effectivement, le sens va prendre toute sa dynamique, toute son ampleur. Aristote dit, il était très fier d'avoir inventé la finalité. La finalité, c'est la causa causarum, comme disaient les philosophes anciens, les philosophes comme saint Thomas d'Aquin. Et la causa causarum, ça veut dire la cause des causes, c'est-à-dire que c'est la plus importante de toutes. C'est celle qui donne une luminosité, une lumière, n'est-ce pas, supérieure à ce que l'on est en train de faire. La différence entre la signification et la direction, il y a quelqu'un sur Internet, j'ai vu ça tout récemment, qui a fait cette blague assez amusante qui dit vous savez ce que fait Google quand il doit traduire le sens de la visite en anglais? Il traduit ça par « the meaning of the visit ». Le sens de la visite. Mais bien sûr que non, ce n'est pas le sens au sens de signification de la visite, c'est la direction de la visite, le sens de la visite. Voilà. Bon. Et donc, on voit bien la différence effectivement entre la signification, ce que cela veut dire pour moi, et la direction, c'est-à-dire la direction que nous nous donnons ensemble au sein de l'entreprise, etc. Voilà, donc je voudrais reprendre un petit peu cette idée au niveau de l'existence du travailleur que nous sommes tous, et quel que soit le niveau du travailleur, de l'employé, jusqu'au travailleur, l'entrepreneur, nous sommes tous des travailleurs au sein de l'entreprise. Lieu où l'on produit du sens. L'entreprise ne produit pas du sens, mais c'est un lieu dans lequel précisément il y avoir un sens, et un sens tout à fait particulier sur lequel il importe que nous réfléchissions. 5 niveaux, me semble-t-il. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le travail? Bon, tripalium, c'est vrai que c'est une peine, nous sommes bien d'accord. 3 pieux, les pieux de l'instrument de torture. Mais c'est aussi l'acquisition d'un savoir-faire. D'accord, voilà. Je vais devenir un travailleur parce que je vais apprendre une compétence et que cette compétence est une conquête de soi. Extraordinaire de voir, n'est-ce pas, l'acquisition d'une compétence qui est une chose difficile, bien sûr, difficile. Mais une fois qu'on l'a, cette compétence, eh bien c'est une très grande fierté. Et c'est le premier niveau du sens. Et c'est vrai que l'on le voit très très bien dans l'art. Si vous demandez à un saxophoniste, mais pourquoi est-ce que vous jouez du saxophone, il vous répondra, tout simplement parce que j'aime ça, j'aime jouer de la musique. Eh bien pour un travailleur, c'est la même chose. L'infirmier, il aime avoir et faire et proposer et produire et accompagner les gens pour leur donner du soin. L'agriculteur, il aime semer, récolter. L'entrepreneur, il aime entreprendre. Le médecin, il aime bien également faire un diagnostic et soigner, etc., etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le sens, on le trouve d'abord et avant tout, enfin pas avant tout, on le trouve d'abord à travers un geste et un ensemble de gestes particuliers et qui doivent être acquis. Et ce n'est pas facile de les acquérir, mais cela donne du sens et cela permet de donner une fierté. Et cette fierté, c'est la conquête de soi. Je suis capable de faire quelque chose de difficile. Premier niveau de sens. Deuxième niveau, eh bien, toute activité professionnelle résulte et aboutit, n'est-ce pas, à un résultat. C'est le mur de tout à l'heure, n'est-ce pas? On a un résultat. Et c'est extrêmement important de voir le résultat de ce que je fais, de ce que je produis. Un comptable, il a des comptes qui sont bien faits, il peut le vérifier, c'est satisfaisant. Il y a cette satisfaction. Il m'est arrivé de rencontrer des comités de direction qui ne connaissaient pas leurs produits finis et qu'ils ont, n'est-ce pas, au niveau du comité de direction, ils ont des critères, ils ont ils ont une façon de voir les choses. Le financier voit les choses au niveau de la finance, mais il ne sait pas forcément quels sont les produits. Il n'a pas un contact sensitif. Il ne voit pas le résultat réel. Enfin, le résultat, c'est-à-dire les produits qu'il fait. Et je crois que c'est très important de comprendre cela. Quels sont les produits que nous faisons, quels sont les services que nous offrons, et comment le public réagit par rapport à ça, etc., etc., plutôt que d'être, je dirais, derrière des tableaux Excel, etc. Donc, très important de voir le résultat que l'on fait, parce qu'à partir de ce résultat, de cette belle œuvre,
eh bien j'ai une fierté également. J'ai fait quelque chose qui était difficile et je vois vraiment le résultat de ce que je fais. C'est pas toujours évident, notamment quand on est professeur, n'est-ce pas? Quand on est enseignant, on voit pas toujours le résultat de ce que l'on fait parce que les élèves, ça rentre par par une oreille, ça sort par l'autre. On ne sait pas forcément le résultat. Il y a chez l'artisanat, dans l'artisanat évidemment, une plus grande visibilité de l'œuvre. Mais il y a voilà, c'est l'une des difficultés, n'est-ce pas, de ces activités professionnelles dont le résultat n'est pas toujours flagrant et évident. Il y a un troisième résultat, évidemment, qui est extrêmement important, n'est-ce pas? C'est la rémunération, bien sûr. Lorsque l'on a une activité extrêmement intense et que on a un salaire qui est totalement insuffisant par rapport à ce que l'on fait, ça manque totalement de sens, bien sûr. Bien sûr. Donc cette rémunération, c'est une reconnaissance, et la reconnaissance salariale fait partie du sens. Vous voyez que je le mets en troisième, parce qu'effectivement, il y a d'abord l'acquisition d'un savoir-faire, ensuite il y a la contemplation du résultat de ce qu'on est capable de faire, et puis il y a la rémunération qui est aussi une façon de dire, voilà, je vais devenir autonome parce que j'ai mon premier salaire et que ce salaire va constituer pour moi une fierté, ça donne du sens à mon existence, bien sûr. Troisième niveau. Quatrième niveau, extrêmement important chez les jeunes, n'est-ce pas? C'est le relationnel. Bien sûr, le relationnel, n'est-ce pas? Jean-Michel Frixon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jean-Michel Frixon, il a écrit un bouquin extrêmement intéressant sur Michelin et sur le fait que, eh bien, il a vécu toute sa vie, n'est-ce pas, comme ouvrier chez Michelin et qu'il a deux expériences de management qui sont parfaitement différentes l'une de l'autre. Première expérience, il a été détruit par des managers qui étaient d'une cruauté incroyable. Deuxième expérience. Alors, il allait évidemment au travail, si vous voulez, inutile de vous dire, pendant ces moments-là, il allait au travail, mais c'était une épreuve totale. Une épreuve totale. Il aimait ce qu'il faisait, mais c'était une épreuve totale. Voilà. Deuxième expérience, de temps en temps, évidemment, le manager change et il tombe sur quelqu'un qui est vraiment super sympa, avec qui il s'entend très très bien. Mais il va au travail en chantant. Il est heureux d'aller au travail, tout simplement parce qu'il a quelqu'un avec qui il travaille et qui le prend, qui a une considération, qui n'est pas cruelle, qui est juste, qui est reconnaissant, etc., etc. Vous voyez, c'est un gisement de sens absolument extraordinaire que d'avoir du relationnel. Bien sûr que c'est vrai en interne, mais que c'est vrai également en externe. Lorsque l'on est commercial, lorsque l'on est vendeur, lorsque l'on a un contact avec un client et que l'on peut, que l'on peut voir qu'un client est satisfait, n'est-ce pas, du produit que l'on a. Mais c'est extraordinaire, c'est une véritable réjouissance. On est heureux, on est fier, on est content et c'est normal. C'est un gisement de sens qui est vraiment très important. Et puis cinquièmement, vraiment, c'est l'une des choses les plus importantes que vous avez d'ailleurs mentionné, c'est évidemment l'utilité sociétale. C'est-à-dire ce que je fais, peut-être que le client est très content, peut-être qu'il est très content, mais est-ce que vraiment ce que je fais, ça a du sens au sens de? Est-ce que ça a une contribution réelle pour la société? Il y a des gens qui achètent des gadgets et qui sont vachement contents de leurs gadgets. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est finalement ce pourquoi je me donne tant de mal pendant les 8 heures où je travaille, voilà, ce que je fais et qui me demande tant d'efforts. C'est quoi le but? C'est quoi le service sociétal réel que j'offre? Est-ce que c'est respectueux de l'environnement ou pas? Est-ce que c'est respectueux des êtres humains ou pas? Est-ce que c'est éthique ou pas? Est-ce que je vends simplement un prêt à intérêt exorbitant et là, effectivement, je vais gagner beaucoup d'argent sur le dos de... Vous voyez, c'est avec des rémunérations qui sont excessives et qui sont injustes. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que, effectivement, ça a du sens. C'est le cinquième sens et qui n'est pas du tout, qui est peut-être l'un des plus importants. C'est la cause finale, le but. N'est-ce pas? C'est très important de comprendre cela, parce qu'à partir du moment où on comprend que ce que l'on fait, la finalité, le but que l'on sert, vous avez utilisé ce terme de service que j'aime énormément, n'est-ce pas? Service, n'est-ce pas?
ça a deux sens, service. Le service, c'est le serviteur, c'est-à-dire celui qui se met en infériorité, mais c'est aussi, et premièrement, au niveau indo-européen, l'étymologie, c'est observer, même étymologie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le mot indo-européen, c'est l'attention que je porte, n'est-ce pas? Et non pas, n'est-ce pas, l'infériorité que je vis. C'est l'attention que je porte à la personne que je sers. Le véritable serviteur, ce n'est pas celui qui est inférieur, c'est celui qui voit très précisément et très clairement ce dont a besoin le client final. Et ça, évidemment, vous comprenez, c'est la raison d'être même d'une entreprise et d'une entreprise. Et en ce sens-là, vous comprenez, raison d'être, j'ai employé le gros mot, bien sûr, mais c'est ça le sens, c'est quand on a une raison d'être, c'est quand on a effectivement une sensation, on est bien avec ce que l'on fait, lorsqu'on est rémunéré d'une façon correcte, lorsque on voit le résultat de ce que l'on fait, lorsqu'on a un relationnel correct à l'intérieur, à l'extérieur, et que également le service que l'on propose est un véritable service et non pas un gadget ou un truc qui est mauvais pour l'environnement ou pour les êtres humains. Voilà, en gros, ce que c'est que, vous voyez, cette histoire du sens au sein des entreprises. Et je crois que c'est tellement important, cette histoire-là, qu'il faut vraiment comprendre que le manager, c'est celui, vous voyez, il doit faire en sorte que les personnes qui sont managées puissent vivre 1, 2 ou 3, et si possible 4 de ces gisements de sens. Alors, les gens vont donner le meilleur d'eux-mêmes d'une façon, je dirais, qui est sur le long terme et pas simplement sur le court terme. Je vous remercie. Merci Pierre. Donc vous nous avez aidé à creuser le sens comme conducteur de la personne au travail avec ces questions. Quel est mon geste préféré? Suis-je fier de mon résultat? Comment se comportent les personnes avec qui et pour qui je travaille? Et la raison d'être de mon travail est-elle valable? Encore une fois, après cette intervention, une question, une suggestion. Bonsoir. En guise de provocation, vous pensez qu'il y en a beaucoup des boulots comme ça aujourd'hui sur le marché, avec ces 5 niveaux? Ça me rappelle complètement une question qui m'a été posée par un jeune homme qui venait d'entrer dans son travail, un job. Et effectivement, vous avez des jobs alimentaires où la seule chose, effectivement, c'est de gagner des sous. Et c'est déjà pas mal. C'est pour ça que je dis, vous savez, il en faut 1, 2, 3, 4 et peut-être 5. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en faut au moins quelques-uns, ça c'est sûr. Voilà, c'est sûr, il en faut quelques-uns. Si jamais effectivement vous avez un travail dans lequel vous n'avez pas c'est un geste qui ne vous correspond pas, que vous n'aimez pas, dans lequel vous n'êtes pas bien payé, avec qui vous avez une ambiance pas bonne, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, si vous voulez, c'est quand même, voilà, vous allez être très très mal. Vous allez être très très mal. Donc, je dis simplement, il faut puiser dans ces gisements de sens. Ceux qui ont beaucoup de chance ont, je dirais, un peu tous les niveaux. Mais je dirais qu'en gros, si vous voulez, entre ceux qui ont beaucoup de chance et qui font un job passion et celui qui fait un job alimentaire, la majorité des gens font un job qui est, je dirais, un job raisonnable. N'est-ce pas? Raisonnable, voilà. Où la valeur ajoutée est à peu près correcte, où voilà, gagnent à peu près correctement leur vie, quelquefois pas du tout, parce qu'ils sont en train d'entreprendre et que quand on entreprend au début, on ne gagne pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais on a quand même le projet d'avoir une activité qui soit vraiment rentable, etc., etc. La question de l'ambiance est extrêmement importante. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir vraiment des situations extrêmement toxiques dans le travail, extrêmement toxiques. N'est-ce pas? Et vous savez,
c'est pas très compliqué, en fait, de rendre une situation correcte au sein d'une entreprise. Il suffit que les managers donnent d'abord, enfin il suffit, non, il ne suffit pas, mais il faut d'abord que les managers donnent l'exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir du moment où ils donnent l'exemple, eh bien, il y a une contagion qui peut être vertueuse. En tout cas, c'est ce que je crois. Pas? Mais bon, non, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup qui ont tout 20 sur 20 sur tous les niveaux. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'il faut toujours qu'il y en ait 1, 2 ou 3 ou 4. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il faut qu'il y en ait. Voilà. Et que ce soit, voilà. Parce que sinon, ça manque de sens. Et le manque de sens est toujours une épreuve. Merci. Que peut nous apporter un professeur d'éthique dans, dans ce débat, dans cet échange? Mike Shanks, vous n'êtes pas né en France. Vous êtes donc diplômé du King's College de Londres, c'est bien cela, de l'Université de London, de la Sorbonne. Vous êtes professeur d'éthique et de management. Vous l'avez été d'abord à Kedge pendant 20 ans, puis à l'EMD. Vous avez dirigé des formations pour cadres supérieurs un peu partout, Autosil, CGTEL, Fabre, Lafarge, Ilex, Royatonix, Daher, Bouygues. Et vous, parmi vos publications, il y a entre autres Human Goods for Ethical Business in the Good and the Economical. Et puis, oui, parmi tant d'autres. Le sous-titre de votre intervention à notre colloque sur l'entreprise peut-elle encore produire du sens, c'est l'effet vertu ou la confiance libérée. Aux deux intervenants précédents, je vais être obligé de lire mon texte parce qu'il était très long. Il a commencé avec une temps de lecture de 20 minutes. Je l'ai ramené à 16 et je l'ai ramené à 15. Mais en fait, j'apprends que le temps réglementaire, c'est 12. Donc, je vais être obligé de le lire et assez vitement aussi. Je suis vraiment désolé. Mais je vais raconter deux histoires. Une histoire qui remonte à 3000 ans et une autre qui est d'aujourd'hui. Et le premier concerne le roi Salomon. Et c'est suite à un commentaire que fait sur le vœu de Salomon Hannah Arendt. Hannah Arendt, l'une des plus grandes philosophes du XXe siècle, commente dans un article qui s'intitule « Compréhension et politique » l'épisode du jeune roi. Il est sans expérience de gouvernement. Son père, David, lui a laissé un royaume uni. Il est entouré de gens soit jaloux, soit incompétents. Donc, il n'a aucun recours. Alors, il décide de demander un coup de main à Dieu. Et il organise un sacrifice, un holocauste somptueux de 1000 bêtes. Et voilà, il espère qu'avec ça, il va plaire à Dieu, il aura une réaction du tout. Le lendemain, il dort à Gaban et il fait un songe dans lequel Dieu lui paraît. Et Dieu lui dit, je suis très content de ton sacrifice. Demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Carte blanche. Alors Salomon, il ne réfléchit même pas. Il dit, je veux un cœur intelligent. Et Dieu, c'est bien. Ça me plaît beaucoup. La plupart des gens auxquels je pose la question, demandant ce que tu veux, disent, je veux la prospérité. Je veux la richesse. Je veux une longue vie. Je veux la victoire sur mes ennemis. Toi, Salomon, tu es différent. Tu demandes les vertus d'un gouvernant, quelqu'un qui va exercer la bonne gouvernance. Tu l'auras.
je vais te donner ce cœur intelligent que tu réclames. Et en plus, je vais te donner ce que tu ne demandes pas. La paix, la prospérité, l'unité de ton pays. Et effectivement, Salomon a eu ça. Pendant le règne de Salomon, il n'y a pas eu autant d'argent dans le pays. Ils avaient le plus beau temple, ils avaient une administration formidable, à la fois juridique et administrative. Ils avaient une armée puissante, un très beau temple, tout ce qu'il fallait pour éblouir et attirer. Et ils ont appris beaucoup de choses des Phéniciens pour faire prospérer le commerce, et c'est ça qui a fait payer. Le sens de ce commerce était justement le peuple. Et Hannah Arendt intitule son article « Compréhension et politique ». Parce qu'elle veut insister sur le fait qu'avant de faire de la politique, il faut comprendre. Il y a une démarche préalable à l'action politique. On ne s'engage pas comme ça. On réfléchit d'abord à l'objet de sa politique, de ce qu'on va faire. Et la géographe donne comme exemple de la sagesse de ce cœur intelligent de Salomon. J'avais dit que je vais le lire, mais en fait je ne le lis pas. Je suis désolé. Et il donne comme exemple l'épisode avec les deux prostituées que tout le monde connaît. Deux femmes réclament la maternité du même enfant. Et Salomon, on aurait pu penser que Salomon il est roi, c'est un grand, il n'a pas à s'occuper des problèmes, des querelles, voilà. Mais non, Salomon va s'intéresser à toute la gamme de sa société, du plus bas au plus haut. Et même les personnes qui ne sont presque pas des citoyennes, il va s'intéresser à elles. Quel est le problème? Et chacune va pouvoir s'exprimer. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais les deux s'expriment. Une fois qu'il les a écoutées, en profondeur, il reformule la requête des deux. Alors il y en a une qui dit que l'enfant qui est décédé est à l'autre et l'enfant qui est vivant est à elle, et l'autre dit le contraire. Donc il reformule ça, le texte de la Bible nous raconte ça. Il reformule. Apportez-moi une épée. Alors on apporte une épée, et puis il veut dire, bon, ça va être 50-50. On va donner 50 à l'un et 50 à l'autre. Alors la vraie mère dit, non, monseigneur, donnez l'enfant qui vit à l'autre, comme ça il ne mourra pas. Et l'autre dit, ouais, c'est une bonne idée. Au moins, comme ça, je ne l'aurai pas, mais elle ne l'aura pas non plus. Salomon montre qu'il est capable de faire émerger la vérité des cœurs. La compréhension, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens que j'ai en face de moi? Et grâce à ça, il arrive à résoudre le problème. Lui qui est le juge fait semblant d'être profondément immoral. La ruse de Salomon, c'est ça. C'est farfelu, ça, son jugement. C'est complètement un peu sadique. Mais cette ruse, c'est pour justement faire sortir la vérité. Pourquoi est-ce qu'il veut faire sortir une vérité? Parce qu'il sait qu'il y en a une. Il y a une vérité. Et précisément parce qu'il y en a une, on peut y arriver. La grandeur, d'après Hannah Arendt de Salomon, c'est justement là. Il croit qu'il y a un ordre objectif de la morale. La morale, ce n'est pas une question de préférence, de sentiment, de caprice. C'est un ordre objectif. C'est quelque chose qui n'est pas de notre invention. C'est avant nous. L'ordre moral nous devance. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous, d'une certaine manière.
nous sommes effectivement l'auteur de nos actes, mais nous ne sommes pas arbitres de la valeur de nos actes. Et c'est ça que Hannah Arendt apprécie beaucoup. Bon, elle passe beaucoup de temps sur la question, dans cet article de compréhension et politique, elle passe beaucoup de temps sur ce qu'elle appelle la capacité de décentrage. Salomon peut aller vers ces deux prostituées parce qu'il est en paix avec lui-même. Il n'est pas ennemi de lui-même. Il n'a pas un intérieur trouble. Il est nickel. Il n'est pas entravé. Il a une grande liberté intérieure. Et ça lui permet d'aller vers les autres. Elle insiste que ça, c'est déjà de la politique. La capacité de se décentrer, c'est déjà de la politique. Tout commence là. Elle s'attarde long. Je vous recommande l'article. On n'a pas le temps maintenant de le développer. Allez-y, vous verrez que c'est extrêmement riche. Les deux sources pour Hannah Arendt, c'est la Bible et Aristote. Donc, c'est d'accord avec Pierre. Alors, l'exemple est extrêmement riche. Là, on n'a pas le temps d'ailleurs, il faut aller plus vite. On pourrait passer vraiment 1 heure sur cet exemple-là. Et sur la capacité que montre Salomon il possède, en fait, c'est une intégrité qu'il a. L'intégrité, c'est pas une vertu, c'est pas l'honnêteté dans les affaires, uniquement. L'honnêteté dans les transactions financières, c'est avoir toutes les vertus, être intègre, être sans felure dans l'âme. Et c'est ça qui donne la force à Salomon. C'est la première richesse. Hannah Arendt dit que c'est le plus éminent des dons qu'un homme puisse désirer et recevoir. Alors, j'aimerais maintenant vous parler d'un épisode qui s'est produit il y a à peu près 30 ans, dans une entreprise avec laquelle je travaillais à Antibes. C'est une entreprise avec laquelle je me suis très bien entendu avec le dirigeant. Et on a commencé à travailler ensemble sur des systèmes d'évaluation du personnel. Il estime que, ça fera plaisir à Pierre, que peut-être le premier but d'une entreprise, ce n'est pas la qualité de ses produits, mais la qualité de ses producteurs, les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Pour lui, le but d'une entreprise, bien sûr c'est un service au client, bien sûr c'est une prestation de qualité, évidemment, mais le premier but de sa stratégie, c'est la qualité de mes gens, de mes collaborateurs. Et c'est ça qui fait la différence. On a beaucoup travaillé sur les systèmes d'évaluation. Comment évaluer les personnels. Et on s'est rendu compte que les vertus d'Aristote, c'était parfait pour ça. Ça donnait à la fois une lisibilité rapide et une profondeur. Alors un jour, il y a un de ses... Son affaire, c'est entretien d'ascenseur. Il était à Antibes. Et un jour, un de ses techniciens, travaillant dans une EHPAD près d'Antibes, grille une carte mère sur l'ascenseur. Et il s'en va voir le dirigeant de l'EHPAD, qui s'appelait Michel Scolaro. Il dit, je suis désolé, j'ai fait une fausse manœuvre et j'ai grillé une carte. Alors tout de suite, le gars, il se fâche, il se met en communication avec le patron de la boîte, qu'on va appeler François, pour dire, votre technicien est incompétent, il a grillé une carte, je suis très étonné que vous ayez des gens comme ça, et je suis très fâché, parce que c'est un EHPAD avec c'est le seul ascenseur du tour, qui va monter les repas, comment est-ce qu'on va descendre les malades pour aller voir des visites médicales. Et il raccroche
décoléré. Alors, par la suite, le technicien arrive de l'entreprise, de l'EHPAD, et il dit, bon, patron, je suis vraiment désolé, mais je crois que je viens de vous faire perdre un contrat. Parce que j'ai écrit à la carte, et j'ai dit à Michel Scolaro que je l'ai grillé. Il s'est fâché tout rouge. Est-ce que j'ai bien fait de dire la vérité, patron? Et le patron répond, si tu n'avais pas dit la vérité, je me serais séparé de toi. Donc, ce qui intéresse ce patron, c'est l'intégrité de ses employés, de ses collaborateurs. Le lien avec Salomon est très clair, et ça montre que depuis 3000 ans jusqu'à maintenant, la nature humaine n'a pas fondamentalement bougé, et il est possible de se perfectionner. Et le tout, c'est de donner le goût, le sens à ce perfectionnement de soi. Alors, quelques jours après, il se démène de retrouver la carte. En 2 jours, ils l'ont remplacé, la carte. Il est technicien, il l'a remplacé, et puis voilà. Quelque temps après, Scolaro passe un coup de fil au patron, François. Pour lui dire, j'aimerais vous voir. Alors, le patron, François, il se présente, croyant qu'il va recevoir des foudres. Au lieu de quoi, il reçoit des compliments. Et Scolaro lui dit, j'ai apprécié beaucoup le courage de votre technicien. Il aurait pu me raconter une histoire. Un incident similaire s'est produit il y a 2 ans avec une autre entreprise, on va l'appeler Electrix. Et j'ai dû sortir il m'a présenté un devis onéreux, je l'ai payé, sans sourciller, parce que je ne m'étais pas rendu compte que... Mais en fait, je me rends compte maintenant que le gars, il me mentait. Alors ça avait désorganisé le service, c'était le cauchemar. Et c'était pareil, lorsque votre technicien m'a dit ça, j'avais de nouveau ça. Alors, avec Electrix, le délai de réparation, c'était 1 mois. C'était la pagaille dans l'EHPAD. Avec vous, c'est 2 jours. Je suis assez content. Alors, François répond à Michel Scolaro, c'est normal, parce que ma politique, c'est la franchise, la bienveillance. En fait, j'essaie d'initier, d'utiliser le travail comme lieu de développement des vertus. Alors, Scolaro a été extrêmement surpris, il ne comprenait pas. Il commence à sortir les croyances sur le fait que l'entreprise doit se fixer des objectifs. Le but principal, c'est de faire du bénéfice, quand même. Mais pour François, pas. Le premier but de l'entreprise n'est pas le bénéfice. Ce n'est pas le chiffre. C'est la personne. C'est le collaborateur. Alors, au début, Scolaro n'y croyait pas du tout. Oui, ça, c'est pas possible. Alors après, ils ont commencé à parler, ils sont devenus amis en fait. Ils ont appris à se faire confiance. Et quelques temps après, 2 mois après, Scolaro appelle François pour lui dire, est-ce que vous êtes sur Paris? À l'époque, ils étaient sur Antibes. Non. Dommage. Il y a une quarantaine de machines dans des EHPAD que nous avons sur Paris. Et j'aurais voulu vous les confier. Non, on n'est pas sur Paris. Considérez un peu la chose quand même. Alors 2 jours après, il rappelle Scolaro pour dire, vous êtes sûr que vous n'êtes pas sur Paris? Non, je vous ai dit, on est régional, on n'est pas une petite PME. Il n'avait d'ailleurs aucune intention de monter sur Paris. Et après, François réunit son personnel pour dire, vous voyez, c'est intéressant ça. Il voulait les réunir pour faire un cours d'éthique. Pour leur dire que parfois, il y a des effets positifs induits de la véracité. Et il a réuni son personnel
Et un technicien qui s'appelle Bruno a dit « J'irai à Paris pour vous, mais je ne peux pas passer longtemps, maximum 1 an. Je suis fiancé et ma femme ne peut pas me rejoindre, il veut me marier. » Alors François rappelle Scolaro pour lui dire « Écoutez, l'idée a fait son chemin et peut-être oui, ça serait possible. » Alors Scolaro organise plusieurs réunions avec les responsables. Et 2 mois après, grande réunion à Paris pour l'appel d'offres. Il y avait déjà 3 entreprises sur l'affaire qui se partageaient voilà, le patrimoine. Et bon, mon ami François, il fait son appel d'offres. Et puis le jour en question, il rappelle le matin pour dire « Je ne vous lâcherai pas. J'ai confiance en vous, ça va marcher. Vous allez voir. » Vers 14h de l'après-midi, 15h, il l'appelle pour dire « Est-ce que vous êtes prêt à accepter 30% de ce marché? On aimerait vous essayer, vous mettre un petit peu à l'essai d'abord. On ne va pas tout confier. » François dit « Non, c'est pas possible. Économiquement, c'est pas viable. » Bon, d'accord, je vais retourner, je vais essayer de faire ce que je peux. Enfin, je vais faire mon maximum. À 9h du soir, le personnel et François sont au bureau, ils attendent le résultat. À 9h30, ils sablent le champagne. Ils ont eu les 40 lots, comme ça. Et bon, après, ils se font connaître. Le Bruno, il monte. Et c'est là où je dois aller là-bas. Maintenant. Tu peux m'aider? Il monte à Paris. Et après 1 an, il arrive à gagner la confiance de tous les responsables, de tous les EHPAD de Paris. Ah oui, il faut le brancher là, bien sûr. Alors, ça c'est Saint-Augustin. Il est en filigrane de tout ce qu'on dit là ce soir. Le Bruno, ça marche très bien. C'est un garçon très dévoué. Il arrive à dépanner beaucoup de gens. Et presque tous les responsables, ils sont à 4 ou 5 EHPAD, sont très contents de sa prestation. Donc en 95, l'EHPAD, ils ont 3. Ils arrivent à avoir 40. Lors du prochain appel d'offres, en 2000, on décide qu'ils sont... Voilà, en fait, c'est le meilleur entreprise. Et ça nous simplifie beaucoup la vie, disent-ils, parce que comme ça, on a un seul interlocuteur, et puis c'est beaucoup plus simple. Et puis, ils travaillent bien. Donc, on va leur confier tout notre patrimoine. Alors, l'année suivante, le grand directeur de l'EHPAD A prend sa retraite et EHPAD B rachète EHPAD A. Dans un premier temps, ils n'ont pas le temps de faire un appel d'offres, donc ils font confiance et ils confient une 20aine de machines. Et puis après, ils sont tellement contents, après quelque temps, qu'ils confient l'ensemble de leur patrimoine, donc A et B. Ça continue progressivement, la confiance se noue, les techniciens d'Auckland sont très très bons, et ça monte, et puis à un moment donné, une 3e entreprise fait partie du lot, et là c'est 330. Alors, à l'heure actuelle, ils sont le seul interlocuteur, ils ont perfectionné leur offre, ils ont proposé une sorte de dashboard qui permet à tous les responsables sur leur téléphone de connaître l'état exact de tous les appareils, de tous les ascenseurs. Donc c'est une situation impeccable lorsque vous pouvez simplement ouvrir votre portable et connaître l'état de votre ascenseur. Alors à l'heure actuelle, ils sont dans le prédictif, dans les boîtiers prédictifs.
C'est-à-dire qu'ils analysent les pannes et on peut connaître quand se produira l'usure sur certaines pièces. On peut faire des budgets prévisionnels très précis et ils sont aimés par les clients. Alors, simultanément à cela, bien sûr, nous avons donc la progression. Et nous, qu'est-ce qu'on va regarder là? On va dire, waouh, 25 ans, taux de croissance, 110. Et on va être ébloui par les chiffres. François s'en fout des chiffres. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les éléments de sens dont parlait Pierre tout à l'heure. C'est l'engagement de ces gars, de ces hommes et de ces femmes, leur capacité de s'y mettre à fond et de trouver une véritable joie à servir, à être utile à leurs clients. Alors, parallèlement à ça, bien sûr, il y a un déclin des concurrents. Mais ça, non plus, ce n'est pas important. Le plus important, c'est ce qui ne se voit pas, ce qu'on ne peut jamais voir, sauf lorsque, comme Salomon, on arrive à voir dans les cœurs. On arrive à voir ce qu'il y a dans la tête et les cœurs des gens. Et le premier rôle d'un dirigeant, c'est de détecter ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les désirs, dans le cœur et la tête de mes salariés? C'est ça le plus important. Et une fois que je connais ça, je peux parler de sens, en fait. Alors, voilà, je n'ai pas lu le texte, qui est beaucoup plus intéressant que ce que j'ai dit là, parce que ça s'appuie beaucoup sur Hannah Arendt. Merci Mike. Je passe tout de suite le micro à Jean-Pascal pour les questions. Petit jeu de questions encore possible à la fin de la conférence, avant le cocktail. Merci. Eh bien, Mike, vous nous avez parlé déjà un peu de Salomon, mais aussi de Hannah Arendt. Marie-Laure Durand, théologienne. Vous êtes donc docteur en exégèse rabbinique de Jérusalem, docteur en théologie à Paris. Vous enseignez à l'Institut de sciences et théologie des religions, ici à Marseille, à l'Institut catholique de la Méditerranée. J'ai parlé de votre best-seller de ce livre, Le Roi déçu sur la gouvernance. Vous donnez des formations aux entreprises avec l'ICM, en particulier sur des thématiques comme construire un vivre ensemble respectueux et vrai, faire un atout de la pluralité culturelle des équipes, refonder ensemble le sens à donner au travail, articuler les dimensions culturelles et commerciales en Méditerranée, redynamiser les équipes par le dialogue, développer les compétences relationnelles et la médiation interculturelle de l'organisation. Tout cela forte de votre expertise en matière de dialogue interculturel et interreligieux avec l'Institut catholique de la Méditerranée. D'ailleurs, vous trouverez ce flyer à la sortie en remontant sur la table de votre gauche. Marie-Laure, vous nous proposez une réflexion sur la gouvernance comme lieu de production du sens commun. Bonsoir à chacune et chacun. Alors je vais moi aussi faire un petit détour par la Bible. On vient d'entendre parler de Salomon. Alors je vais remonter quelques pages avant, à un moment dans la Bible où Israël a traversé le désert. Peut-être que vous connaissez cette histoire-là. Et s'est installé dans la terre de la promesse. Et dans son histoire, il y a eu des patriarches, il y a eu des guides, il y a eu des prophètes, il y a eu des juges. Et puis tout d'un coup, Israël s'adresse à Dieu en lui disant « Donne-nous un roi ».
en 1 Samuel chapitre 8 verset 5. Maintenant donc, donne-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Pourquoi Israël veut-il un roi? Le texte nous dit qu'il a été déçu par la corruption. Le texte nous dit qu'ils veulent être comme les autres nations, qu'ils veulent être jugés par une instance extérieure. Un chef, quoi. Et Dieu leur dit, alors ce n'est pas les termes de la Bible, je retraduis, Dieu leur dit c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Alors il développe, hein, il explique. En gros, hein, il va se servir de vous. Il va se servir de vous et de vos biens. Et à la fin, vous serez ses esclaves. Et vous finirez par adorer de faux dieux. Alors, je ne développe pas ce qu'est un faux dieu dans la Bible, mais c'est un concept tout à fait intéressant. Et en fait, ce qui est surprenant dans ce passage, c'est que Dieu rajoute, en tout cas la Bible fait rajouter à Dieu, en fait, ce n'est pas contre toi qu'ils annoncent, c'est contre moi. Et là, le texte devient franchement intéressant à comprendre ou à décrypter. Pourquoi en choisissant un roi, en demandant à Dieu un roi, Dieu leur dit-il, c'est contre moi qu'ils annoncent. Moi, ce passage m'a intrigué s'agissant des questions de gouvernance. Et si j'actualise le texte avec ce que je comprends, il me semble que Dieu les met en garde sur le fait que dans la gouvernance, il ne faut pas confondre verticalité et transcendance. Et donc je voudrais poser ces deux concepts-là. Je commence par la verticalité. La verticalité, c'est quoi? C'est quand l'information et les ordres vont du haut vers le bas. Et en fait, dans la verticalité, c'est la hiérarchie qui fait l'unité. Et ce, dans les trois domaines qui sont finalement les trois domaines ou les trois niveaux qu'on retrouve le plus souvent dans les entreprises, le domaine de l'information, le domaine de la réflexion, réfléchir ensemble. Donc il n'y a pas de réflexion si ce n'est du haut vers le bas, il n'y a pas d'information si ce n'est du haut vers le bas. Donc information, réflexion, décision. Aucune décision n'est prise du bas vers le haut, mais toujours du haut vers le bas. Donc la verticalité se joue dans ces trois dimensions, information, réflexion et décision. Il y a une flèche qui va du haut vers le bas. La verticalité a deux conséquences. Alors il y en a plusieurs, mais je vais en souligner juste deux. D'abord, la gouvernance verticale est très efficace. Mais cette efficacité se fait souvent au prix d'un écrasement du potentiel de ce qui est en dessous et de la richesse liée à la pluralité. Et peut-être est-ce comme ça qu'il faut comprendre la remarque de Dieu quand il dit pas un roi, parce qu'un roi, il vous volera votre bien. J'entends ce terme en disant, en fait, il ne le fera pas fructifier. Ce que vous êtes, il ne va pas le voler dans le sens, alors il peut le voler en en abusant, mais en fait, on peut très bien entendre ce vol en disant, ben, finalement, il ne le fera pas fructifier. Et qui a envie d'un roi qui ne fait pas fructifier ce dont on est porteur? Donc ça, c'est la première critique, en fait, ou la première remarque concernant la gouvernance verticale, c'est qu'elle est efficace, mais qu'elle écrase les personnes qui sont en dessous, ou les potentialités qui sont en dessous. La deuxième remarque, c'est que dans la verticalité, ce n'est pas le sens qui fédère la communauté, ce n'est pas l'envie de faire des choses ensemble. En fait, il n'y a pas de sens commun dans la verticalité. S'il n'y a pas de sens commun, de but commun, parce que finalement le salaire, c'est toujours un but individuel, tout se passe comme si on avait confondu l'unité du groupe avec la primauté d'un seul sur les autres.
Dieu a finalement cédé à Israël, et on a vu, puisque Salomon est un successeur de cette décision, tous les rois n'ont pas eu la qualité de Salomon. Donc Dieu leur a donné un roi, et les rois sont devenus la figure type du management, parce qu'avec un roi, avoir un roi, c'est gagner en efficacité et en uniformité, puisque comme je l'ai dit, c'était le second point, le roi va unifier le groupe à partir de sa propre volonté. Mais ça, ce n'est pas construire un sens commun. Alors voilà, ça a bien marché, les rois, mais là, il vient de nous arriver un événement qui se préparait depuis quelques siècles. Il s'est passé quelque chose depuis une soixantaine d'années. Il s'est produit quelque chose en Occident qu'on appelle, que Michel Serres, que je suis volontiers sur ces questions-là, a appelé un bouleversement anthropologique majeur. C'est le fait que les personnes sont devenues des individus. Ce qu'on appelle en langage philosophique, voire sociologique, l'individuation. Je vous renvoie à quelqu'un comme Cynthia Fleury, que j'apprécie beaucoup sur ce sujet aussi. Michel Serres dit que le christianisme n'est pas étranger à l'apparition de cet individu, puisque le christianisme a mis en avant la relation personnelle de Dieu avec chacun, indépendamment de son appartenance, indépendamment du groupe. Alors qu'est-ce que c'est qu'un individu? Un individu, c'est quelqu'un qui choisit sa vie, qui participe au choix concernant son existence, qui prend des décisions tous les jours et toute la journée. Alors que hier, et ce qui est encore le cas dans les sociétés traditionnelles, le groupe décidait pour la personne avec qui elle allait se marier, où c'est qu'elle allait vivre, quelle serait sa religion, quel serait son métier, etc. Le groupe décidait pour la personne. Aujourd'hui, la personne choisit ses appartenances et l'intensité de sa participation. C'est le propre de l'individuation. Alors, si je peux donner un exemple, c'est nous chez le docteur. C'est-à-dire qu'avant, quand on était malade, on allait chez le docteur et on attendait un diagnostic. Aujourd'hui, on est malade, on regarde d'abord sur Internet quelle maladie grave on peut avoir, on trouve, on va chez le docteur, et puis ensuite, alors on va dire, mais vous ne pensez pas que, mais c'est pas plutôt, et la posologie, mais est-ce que c'est pas mieux 1 que 2, ou 2 que 1, et les effets indésirables, etc. etc. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'estime pour notre médecin? Pas du tout. Par contre, on souhaite participer, parce qu'on a compris que c'était notre vie et notre santé. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans ce virage anthropologique qui bouleverse les organisations et qui révolutionne totalement la façon de faire des groupes. Et c'est la dernière version, en fait. La première version de l'individuation a touché la sphère privée, le choix dans le domaine de la sphère privée, et la deuxième version touche beaucoup plus les organisations. Alors, comment? En fait, là où hier, il suffisait de mettre des personnes ensemble pour faire un groupe, ce n'est plus si simple. Avec des individus, avec des personnes qui sont devenues des individus, on ne fait pas des groupes. Avec des individus, on fait des communautés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous voulez mettre des individus ensemble et que ça tienne, il faut faire des communautés. Alors, qu'est-ce que c'est une communauté? Je vais citer trois éléments qui me semblent particulièrement intéressants. C'est des lieux où la singularité de chacun est reconnue. Alors, sur ce point-là, Mounier, philosophe personnaliste, philosophe chrétien, a des pages entières sur la singularité de la personne et comment la singularité de la personne est précieuse. Et comment dans une communauté, chacun doit œuvrer à ce que l'autre développe sa singularité. Et que chacun finalement est dans ce jeu de se dire mais comment je peux aider l'autre à développer ce qu'il a en propre, sachant que l'autre m'aide à développer ce que j'ai en propre.
Ça, c'est le premier point. Des lieux où la singularité de chacun est reconnue. Deuxième point, les communautés sont des lieux où il faut prendre le temps de construire les connexions entre les personnes. Alors là, je ne me réfère pas à Mounier, je me réfère à Fabien Galtier. Je suis du Sud-Ouest, donc là, l'entraîneur de l'équipe de France de rugby, dans une conférence qu'il avait fait à Capgemini, parce qu'il est encore, je crois, directeur adjoint de Capgemini, qui est une boîte de données, en fait, notamment de réflexion sur les données. Et il y a à peu près 8-9 ans, Fabien Galtier a fait une conférence à Capgemini, où il explique qu'on n'additionne pas les talents. On n'additionne pas les talents. Les talents, il faut les connecter entre eux. Si on arrive en tant que manager, en tant qu'entraîneur d'une équipe de rugby ou d'autres choses, ou en tant que leader d'un groupe, il faut connecter les talents entre eux. Si vous connectez les talents entre eux, le groupe monte en compétences. Si vous ne connectez pas les talents entre eux, les talents sortent du cercle. Donc en fait, on n'a pas le choix. On a des talents. On a des gens singuliers, il faut mettre de l'énergie à connecter les talents entre eux pour que le groupe monte en compétences. Troisième point, une communauté, c'est un lieu, c'est un groupe où on fait unité autour du sens. Et le sens, c'est quoi? C'est à la fois l'unification de soi, être moins dispersé, qu'il y ait moins de contradictions dans sa vie. Vous savez, il y a un grand... une personne qui travaille sur ces questions-là, qui s'appelle Otto Scharmer, et qui dit « Le moment est venu de connecter la tête, le cœur et les mains ». Voilà, le théoricien de la théorie U, Otto Scharmer. Donc, unification de soi et unification de la communauté autour, généralement, d'une finalité. Alors, au passage, concernant la finalité, Emmanuel Mounier disait que la finalité d'une organisation, ce n'est pas le nombre de produits vendus, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas les parts de marché occupées, c'est pas le budget, c'est la personne. La finalité d'une communauté, c'est toujours la personne. La personne qui travaille dans la communauté ou dans l'organisation, la personne au service de laquelle est l'organisation. Mais le seul critère d'une organisation, que ce soit une association, une église, un groupe quelconque ou une entreprise, c'est la personne. Voilà, cette individuation donc maintenant est arrivée au niveau des organisations, et j'en veux pour preuve le sondage publié dans le JDD de dimanche dernier. Donc c'est vraiment très frais, 20 novembre, page 36, et poser une question. Il y a un article, hein, voilà, et intitulé « Les jeunes doivent pouvoir s'épanouir au travail ». Et donc une question est posée, j'ai pris qu'un exemple. Selon vous, qu'est-ce qui manque surtout aujourd'hui dans l'entreprise? Donc la question est posée à des jeunes. Selon vous, qu'est-ce qui manque surtout aujourd'hui dans l'entreprise? Et voilà les réponses. Elles dépassent 100 parce que 2 réponses étaient possibles. J'ai additionné, je trouvais ça bizarre. Je ne suis pas spécialiste des sondages. Voilà. 36%. Donc qu'est-ce qui manque? 36%, la place accordée à la parole et à la participation des salariés. 29%, un management basé sur la confiance et l'autonomie. Confiance et autonomie, 29%. 24%, l'alignement entre les valeurs prônées par l'entreprise et mon quotidien de travail, donc la congruence entre les valeurs prônées par l'entreprise et le quotidien du travail. Et enfin, 22%, la prise en compte des singularités des individus par l'entreprise et mon quotidien de travail. 22%. Alors, il me semble que ce sondage, en tout cas les réponses à cette question, laissent apparaître quelque chose de la transcendance. Participation, échange, confiance, autonomie, place donnée à la singularité, partage de valeurs communes,
et donc en filigrane, co-construction d'un sens commun. Et il me semble vraiment que ce sondage éclaire le texte biblique. Le JDD ne s'y attendrait peut-être pas, mais ce sondage nous dit ce qu'est la transcendance, du moins pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est un premier pas. Être pris en compte, devenir des interlocuteurs, participer à une communauté qui nous fait confiance et en qui on a confiance. La confiance est de la foi. Une communauté dont l'unité repose sur du sens, à faire ce que l'on fait et dans la façon dont on le fait. Donc le pourquoi et le quoi est aussi important que le comment, en fait, ou l'inverse. Le comment est aussi important que le pourquoi. Alors, vous pourrez dire en quoi cela rapproche de la transcendance. Ben, il me semble que dans la Bible, nous sommes créés, comme le dit le Genèse 1, créés à l'image de Dieu, donc créés libres, créatifs, aptes à avoir des responsabilités, capables de porter du fruit et vivant de la dimension relationnelle. Voilà. La Bible nous raconte que le salut est participatif, nous raconte que la création par Dieu est participative. Et aujourd'hui, je finis là-dessus, l'entreprise n'a peut-être plus le choix. Elle a en son sein des individus conscients de leur singularité et qui attendent d'être motivés, connectés, fédérés, augmentés. L'étymologie de augmenter, c'est la même que celle d'autorité. Hein, en fait, qui a de l'autorité sur moi, et c'est valable déjà pour les élèves à l'école, qui a de l'autorité sur moi? Celui qui m'augmente. Et ce n'est pas une question financière, ça peut l'être, mais qui m'augmente, qui me rend meilleur, qui m'apprend des choses, qui me permet d'améliorer ce monde. A de l'autorité sur moi, celui qui m'augmente. Donc, dans l'entreprise, toutes ces personnes attendent d'être motivées, fédérées, connectées, augmentées autour d'un projet qui peut les faire grandir. Et si on veut que l'entreprise redevienne ou reste un lieu de production de sens commun, la réponse de ces jeunes nous en donne les ingrédients et, au fond, vivre la transcendance dans le cadre de son travail, que demander de plus? Merci. Merci Marie-Laure. Ne pas confondre verticalité et transcendance, ça nous éviterait quelques implosions. À vous la parole pour des questions, des interventions. Les questions peuvent s'adresser à l'ensemble des intervenants, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Durand. Alors, est-ce que j'ai été très éclairé par ce que vous avez dit et en même temps à interroger comment vous conciliez l'affirmation de la singularité au sein d'une communauté et l'importance, si je comprends bien, de participer à un projet commun. Parce que au début, je croyais comprendre qu'au fond, le seul but d'une communauté était d'augmenter les individus. Mais dans ces cas-là, elle n'a plus tellement de raison d'être, il n'y a plus de projet commun. Et est-ce que le fait de participer à un projet commun ne suppose pas, de la part des individus, aussi comme l'épreuve du travail dont parlait Pierre Delbé tout à l'heure, le fait de passer par une sorte de salutaire, j'ose dire, dépersonnalisation, désindividuation, précisément pour participer à quelque chose qui va me dépasser? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, c'est le doute sur le sens de cet individualisme et sa valeur et sa possibilité. Merci beaucoup. Juste, hein, c'est individuation, pas individualisme, sachant que l'individualisme est
une pente qui guette l'individu, mais qui n'est pas forcément celle vers laquelle il peut aller. Hein. On a des individus qui sont généreux, altruistes, et pas forcément individualistes. Donc c'est pour ça que le terme a été créé d'individuation, pour ne pas connoter négativement la naissance de l'individu. Voilà, c'est une précision de langage, mais qui permet quand même de penser positivement l'individu. Alors concernant la personne, je faisais référence à Mounier, il en fait un critère d'appréciation, en disant, in fine, c'est ça qui va décider, qui va permettre d'évaluer ce qu'est une organisation, c'est la personne. Si on écrase les personnes pour atteindre un objectif ou un but, c'est pas la peine d'aller plus loin, en fait. Voilà, c'est plutôt un critère d'appréciation. Concernant le second point, penser que pour faire des communautés, il faut désindividualiser les gens, c'est ce qu'on a longtemps cru, en fait. On a longtemps cru qu'il fallait, je vais le dire bizarrement, mais il fallait un peu couper les ailes des personnes pour les mettre ensemble. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, et je renvoie à la philosophe Cynthia Fleury, parce que je trouve que c'est elle qui, en ce moment, en philosophie, peut-être le raconte le mieux un public large. Elle dit, en fait, pour faire des communautés, alors elle ne le dit pas comme ça, c'est moi qui le dis, pour faire des communautés, on a besoin de sujets. Pour faire des citoyens, pour faire une nation, pour faire des citoyens, on a besoin de sujets. Là où hier on croyait que on fédérerait en écrasant la subjectivité et la singularité, mais finalement, je vais faire un raccourci, mais ça a donné plutôt du totalitarisme qu'autre chose. Aujourd'hui, on comprend mieux qu'une communauté est d'autant plus forte que les personnes qui sont présentes existent en tant que sujets ayant une singularité, conscients de l'avoir et pouvant apporter ce qui fait leur personne à la communauté. Et c'est pour ça que l'exemple de Fabien Galtier m'intéresse, parce que finalement, une équipe qui marche, et c'était il y a 8 ans, donc il a appliqué la recette, une équipe qui marche, c'est une équipe où personne ne coupe ses ailes, mais au contraire se met au service et du groupe et d'un projet, et au service de la singularité des autres. Après, on rentre dans du subtil. Hein, on rentre dans, quand vous dites égaux, effectivement, moi je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut, pour faire partie d'une communauté, savoir opérer un décentrement par rapport à son ego. On ne parle pas de la même chose quand on parle d'un sujet. Capable d'esprit critique, réflexion, altruisme, etc. Donc il faut quand même une base forte pour pouvoir faire une communauté. Non, mais après c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on rentre dans la finesse du grain. D'autres questions? Pardon. Oui, le mot communauté ne me fait pas peur, hein, puisque j'ai dirigé pendant 5 ans ou 6 ans la revue Esprit et j'y suis depuis 30 ans, donc puisqu'Emmanuel Mounier est le philosophe de la communauté et de la relation aussi. Donc ça ne me fait pas peur. Mais malgré tout, alors je me suis demandé,
est-ce que vous avez commencé par la Bible, bien sûr, mais est-ce que la communauté, quand même, n'est pas dépréciée aujourd'hui, quoi? C'est-à-dire, est-ce que l'idée de communauté n'est pas dépréciée, n'est pas crainte pour une raison simple, c'est que où il y a de la communauté, on craint le communautarisme, on craint l'identitaire, on craint la fermeture. Disons, c'est à propos de sociologues, évidemment, ou tout simplement, c'est ce que disent aussi, redisent les médias. Parce que communauté, forcément, a des connotations religieuses quand même. Hein, et je crois que dans une société évidemment très laïque, très laïcisée, très sécularisée, cela fait un peu peur. Mais ma question est plutôt celle-ci. Est-ce que dans votre propos, ce serait la communauté ou une entreprise qui aurait un peu une image de communauté ou une réalité? C'est l'utopie qu'une entreprise, c'est l'utopie qui serait désirable aujourd'hui pour l'entreprise. Personnellement, voilà, je pourrais dire la chose de la façon suivante, un peu dans le sens de ce qu'a dit Pierre Delbé tout à l'heure. J'aurais peut-être des objectifs plus modestes pour l'entreprise aujourd'hui. Je trouve que ce serait déjà bien que l'entreprise puisse créer un plaisir de se retrouver tous les matins, ou enfin, au moins les jours ouvrables, que ce soit un lieu où ne soit pas unique, qu'il ne soit pas uniquement un lieu de compétition et de violence, parce que c'est un peu ça qui est derrière certains types de compétitivité. Voilà un lieu même. Personnellement, j'ai travaillé au Seuil pendant 30 ans, bonne maison d'édition. J'ai vécu un peu tout le passage d'une entreprise qui était très humaniste dans les années 80, c'était extrêmement agréable de travailler, à une entreprise qui est devenue, comme toutes les autres, disons, à cause de la concurrence, elle s'est technicisée à mort. Enfin, il a fallu des résultats, tout était calculé. Enfin, on est tombé sous l'empire du calcul complètement. Alors, ma question serait plutôt, est-ce qu'à partir de là, on peut ressusciter quelque chose ou refaire quelque chose comme une communauté au sens noble du mot, au sens positif, au sens utopique presque, ou est-ce qu'il ne faut pas être plus modeste? C'est que je pense qu'une communauté n'est pas un idéal, c'est pas quelque chose que l'on peut viser, c'est l'effet de quelque chose d'autre. À force de faire des formations en entreprise, je me suis rendu compte que l'effet était de souder les gens. Lorsqu'ils se rendaient compte qu'ils avaient des mêmes valeurs, ils avaient les mêmes objectifs, là, la communauté était créée, mais non pas parce qu'on visait ça, mais parce qu'on voulait s'investir à fond dans un projet commun. Et en réalité, ce sont des pratiques qui façonnent, qui forment les gens, qui les forment, qui leur donnent une forme humaine reconnaissable avec lesquelles on a envie de travailler. Alors j'étais très content d'entendre la phrase de Mme Meunier, parce que je crois qu'effectivement, le but d'un tout, c'est chaque partie. Il y a un lien organique que l'on ne peut pas, qu'on a du mal à analyser, mais l'essentiel, ça va être qu'est-ce qu'on va faire ensemble. La plupart des entreprises ne se proposent pas de développer des vertus. Moi, j'en connais très très peu. Pour beaucoup d'entreprises, le but, c'est maximiser le retour sur l'investissement. Et puis, bon, il y a quelques concessions à l'humanisme à côté. Comme si l'homme n'était pas le but de l'entreprise, alors qu'il l'est en réalité. J'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Le premier, je travaille dans l'enseignement catholique aussi. On parle de communauté éducative dans l'enseignement catholique depuis des années. Et le ministère de l'Éducation vient de reprendre le mot pour l'appliquer et pour le faire vivre au niveau des établissements publics. Voilà. Alors quand le public fait ça, généralement,
c'est que on est sur quelque chose d'intéressant. Donc, le second point, c'est que il m'est arrivé d'aller au Canada dans des entreprises de design participatif, donc des personnes qui sont au service pour la facilitation participative auprès d'autres entreprises ou du grand public. Et le terme communauté ne leur fait pas peur et pas dans le sens de communautarisme. De fait, c'est pas dans le sens politique de communautarisme ni de fermeture, puisque l'idée d'une communauté, la communauté c'est un organisme vivant et qui se modifie chaque fois qu'il y a une entrée, une sortie. Donc une communauté change en permanence. Il suffit qu'un salarié parte, la communauté se renouvelle, qu'un salarié arrive, un nouveau arrive et la communauté se renouvelle. C'est un organisme vivant. Et puis le troisième point, c'est que, alors ça c'est une hypothèse, je ne pourrais pas beaucoup vous la démontrer, mais je pense qu'on ne peut plus faire de groupe. On ne peut plus. C'est-à-dire qu'avec des individus, c'est impossible. Moi je le vois avec les étudiants ou les élèves. Si vous ne faites pas du lien, si vous ne faites pas des connexions, ça ne fait même plus un groupe, parce que ça ne marche pas de faire des groupes avec des individus. Quelque part, ils nous obligent à être meilleurs dans le relationnel. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, tout le monde s'arrache les cheveux. Comment on met tous ces gens ensemble et comment on les fait travailler en commun. En même temps, je crois que ça présuppose, ou ça envisage plutôt un avenir qui sera beaucoup plus relationnel, ou ne sera pas, je ne sais pas. Mais je crois que l'avenir du groupe, c'est effectivement la communauté, on n'a plus le choix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Même si le mot est connoté catho. Ou personnaliste. Très bien. Une dernière question? Peut-être plus. Excusez-moi. Ma question sera une interrogation ou quatre assez terre à terre. En 2019, il y a un rapport qui a été remis par, au Premier ministre qui s'appelait l'entreprise objet d'intérêt collectif. Et ça voulait répondre à la problématique de l'entreprise qui juridiquement est une association de personnes pour se partager des profits. Et on se rend compte 200 ans après que ça ne marche pas. Et donc il y a une tentative, comme on est en France, il faut que ça passe par des lois, pour rappeler qu'il peut y avoir du sens. Alors, je voudrais savoir si quelles ont été vos réactions, si vous en avez eu, par rapport à ce qui est devenu d'ailleurs une proposition de loi, une proposition pour modifier ce qu'on appelle la raison d'être de l'entreprise, qui est censée passer par l'Assemblée générale, etc. Parce que l'entreprise était censée faire du profit et maintenant on va dire qu'on ne fera plus du profit, mais chaque entreprise va définir sa raison d'être si elle le souhaite. Est-ce que par rapport à la question qui est posée, l'entreprise peut-elle produire du sens? Est-ce que ce qui s'est passé en 2019 résonne en vous ou est-ce que vous auriez des commentaires à faire? Il y a entreprise à mission et la possibilité d'écrire une raison d'être dans ses statuts. Ce n'est pas forcément la même chose. Je voudrais dire un petit mot concernant la raison d'être. Moi, je considère que toute entreprise et toute communauté a une raison d'être. Pour moi, le profit ne peut pas constituer une raison d'être, forcément. Le profit, c'est un objectif. Oui, ça je veux bien, j'accepte. On peut dire notre objectif commun, c'est de faire plus 10%, plus 5%, plus 12%, faites ce que vous voulez. Mais notre raison d'être, c'est ce à quoi répond notre valeur, c'est notre valeur ajoutée, n'est-ce pas? Et notre valeur, si jamais il y a une valeur ajoutée, il y a forcément une raison d'être. Vous comprenez ce que je veux dire? Aussi humble soit-elle, aussi humble soit-elle. Bon. Je reprends l'idée de la communauté parce qu'il y a un mot qui a été utilisé également, c'est le collectif. Dans le collectif, pour moi, l'idéal du collectif, c'est le côté, je dirais que c'est l'amitié citoyenne de Aristote. Voilà, l'amitié citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Très intéressant lorsque Aristote parle de l'amitié. Il dit il y a 3 niveaux d'amitié. Je trouve que ça marche super bien dans les entreprises, cette histoire, n'est-ce pas? Il y a 3 niveaux. Premier niveau,
c'est l'amitié utile. Alors nous, on ne parle pas d'amitié utile aujourd'hui, d'accord? Mais c'est quoi l'amitié utile? L'amitié utile, c'est lorsque je fais quelque chose qui te rend service et toi, tu vas faire quelque chose qui me rend service. D'accord? Et cette utilité est déjà c'est le premier niveau de la relation professionnelle. Évidemment, si jamais je travaille dans une entreprise, c'est pour être utile. C'est la première chose qu'on me demande. Le niveau, le b.a.-ba, c'est l'aspect économique. Il faut que ce soit utile. Oui, c'est vrai. Deuxième niveau, dit Aristote, le plaisir, l'agréable. Il parle de l'amitié agréable. C'est quoi l'amitié agréable? C'est qu'à partir du moment où nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble, n'est-ce pas? Et que les compétences différentes dont vous parliez tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a le marketing, il y a la finance, il y a la production, il y a etc., etc. Chacun a ses compétences, et dans ces compétences, on peut mettre ça dans un projet, et ces compétences-là, quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas, mais quand ça marche, c'est génial, n'est-ce pas? Cette utilité devient efficace, devient productive. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ça marche, ça réussit. Et qu'est-ce qui se passe quand ça réussit? On est heureux. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, si vous voulez, d'un... Oui, c'est très agréable. Vous voyez ce que je veux dire? On monte en, je dirais, en communauté, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'étais utile, j'ai bien fait mon boulot, point barre. Mais à partir du moment où on réussit ensemble, à ce moment-là, on partage quelque chose qui est vraiment une dimension déjà remarquable. Troisième niveau d'amitié chez Aristote, ce qu'il appelle amitié honnête. J'aime beaucoup cette idée. Vous savez, moi, j'ai fait combien de fois je fais l'expérience au sein d'une entreprise en posant la question aux salariés ou au groupe que j'avais, c'est quoi votre valeur préférée? C'est quoi la valeur la plus importante pour vous? Et immanquablement, la réponse est le respect. Respectez-nous. Je trouve ça très intéressant par rapport à ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on n'est pas des petits soldats, n'est-ce pas, alignés. Je n'aime pas du tout cette expression, l'alignement stratégique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a un alignement. Alors là, effectivement, il n'y a rien qui dépasse, n'est-ce pas? Voilà, je n'aime pas cette expression. Je préfère de beaucoup les expressions qui, par exemple, vont utiliser la convergence, la diversité, le fait qu'effectivement, ça ne se fait pas tout seul, mais avec de l'échange, avec etc. Voilà. Oui, et ça suppose quoi? Ça suppose effectivement une certaine honnêteté des relations, n'est-ce pas? Et pas simplement de l'utilité et du plaisir, mais également une certaine honnêteté pour faire en sorte qu'ensemble, eh bien, on va vivre des choses qui peuvent être également de grandes choses, comme ce que vous nous avez montré tout à l'heure, n'est-ce pas? Avec cette progression absolument incroyable. Effectivement, si vous voulez, voilà, c'est parce qu'on est heureux ensemble, ça a été dit ça, effectivement. Et il y a une circularité, le bonheur rend efficace, l'efficacité rend heureux, etc. etc. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis simplement, toute entreprise a une raison d'être. Cette raison d'être, elle est explicite ou implicite. Mais je trouve que l'explicité, si vous voulez, c'est donner de la visibilité justement à la finalité, qui n'est pas un objectif de profit. Mais la finalité, c'est un service, et ce service-là, il a une fonction qui est effectivement, qui est sociétale, qui est belle, qui est grande, etc. etc. Voilà. Bien, alors juste avant de terminer, eh bien, je voulais bien sûr vous remercier très chaleureusement au nom de toute l'école. Voilà. Très bien. Alors, je vous propose de continuer éventuellement ce débat, mais avec un verre à la main. Il y a à la mezzanine un cocktail qui vous attend tous. Vous y êtes très cordialement invités. Alors, la mezzanine, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut sortir de la salle en empruntant les escaliers. Arrivez dans le hall, sur la gauche, vous continuez tout droit, il y a un nouvel escalier, c'est pas trop haut, et la mezzanine se situe à cet endroit. À tout à l'heure. Merci Jean-Pascal et merci à l'EMD. Merci à vous de vos interventions, mais merci bien sûr à nos intervenants. Peut-être que nous aurons l'occasion de poursuivre ce cheminement de réflexion, et puis ça correspond peut-être aussi à un de vos besoins, de réfléchir avec nous à co-construire peut-être des formations. Vous trouverez donc ce tract à la sortie à gauche, enfin sur la table là de la mezzanine.